Bonjour et bienvenue dans notre exploration en profondeur du jour. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est de décortiquer un concept qui est franchement audacieux. On va voir comment éliminer purement et simplement la volonté humaine de la gestion financière. Ouais, et le but ultime de tout ça, c'est vraiment d'atteindre une vraie tranquillité d'esprit, une paix mentale profonde en fait. Exactement. Et pour ça, on va se concentrer très spécifiquement sur la neuvième étape d'un cadre stratégique qui s'appelle 3 phases et 13 étapes vers l'indépendance financière. Et je crois qu'il faut vraiment poser les bases tout de suite. Ah bah oui, c'est crucial. C'est pas juste une petite liste de 13 astuces balancées au hasard, hein. Le modèle, il sépare vraiment très clairement trois grandes phases avec un P majuscule qui sont très structurelles. Et à l'intérieur, on a ces 13 étapes pratiques. C'est ça, c'est une vraie architecture globale et séquentielle en plus. Et toutes ces données, elles nous viennent du travail et des transcriptions de Tamir Karam. D'ailleurs, son parcours, c'est un peu la clé pour comprendre pourquoi la méthode est aussi rigoureuse, non? Complètement. Tamir Karam, c'est un ancien ingénieur système. Et en fait, à 45 ans, il a eu un déclic énorme. Il a tout simplement décidé de prendre les principes super stricts, vraiment implacables, de l'ingénierie moderne et de les appliquer à la sagesse financière antique. C'est fascinant comme mélange. Il y a deux quoi. Il a créé la chaîne YouTube The Golden Path to Financial Independence. Et petit détail qui a son importance, il est le traducteur officiel en hébreu du grand classique The Richest Man in Babylon. Du coup, ce croisement entre la froideur d'un système informatique et les principes millénaires de l'argent, ça donne une grille de lecture vraiment unique sur notre comportement. D'accord. Décortiquons tout ça, parce qu'il y a un paradoxe moderne qui saute aux yeux quand on lit ces sources. On vit dans une époque où l'automatisation, elle gère tout pour nous, avec une fluidité incroyable. Ouais, on s'en rend même plus compte. Mais c'est ça, le réveil, il sonne tout seul. Le thermostat, il s'ajuste avec la température de dehors. On rentre dans une pièce, la lumière s'allume avec un capteur. Même le GPS, il recalcule notre route en temps réel pour éviter les bouchons. On n'y réfléchit pas une seule seconde. La technologie gère des milliers de micro-décisions. Et pourtant, Et pourtant, quand il s'agit de nos finances personnelles, de l'argent qui est censé garantir notre avenir à tous, la méthode par défaut de la plupart des gens, c'est de rester en mode complètement manuel. On compte sur une intervention humaine constante, et hyper réactive surtout. réactive et épuisante. On demande à un cerveau qui est déjà complètement rincé par sa journée de boulot de prendre les décisions les plus importantes du mois. C'est fou quand on y pense. C'est une vraie surcharge cognitive. Et pour sortir de cet épuisement, les textes qu'on a étudiés insistent sur une nuance, une clarification de vocabulaire qui change absolument tout. Il faut bien comprendre que l'indépendance financière, c'est pas la richesse. C'est vrai qu'on a tendance à tout mélanger. C'est même la première cause d'échec en fait. Les gens confondent les deux. L'indépendance financière, c'est vraiment l'étape prioritaire. C'est la fondation. Le but, c'est juste de générer assez de revenus passifs pour couvrir strictement les dépenses vitales. On ne cherche pas le prestige, on s'achète de la liberté temporelle. Le fait de ne plus être obligé de vendre son temps juste pour survivre, quoi. Exactement. Alors que la richesse, ça implique d'avoir un surplus massif, acheter des produits de luxe, des yachts, des jets privés. Cette richesse-là, c'est juste un sous-produit éventuel. C'est une phase qui vient bien plus tard et qui est même pas obligatoire, franchement. La neuvième étape qu'on regarde aujourd'hui, elle vise l'indépendance, la stabilité absolue. La croissance infinie, ça viendra après, si on en a envie. Ce qui demande du coup de changer radicalement la façon dont on se perçoit face à l'argent. Les sources sont claires là-dessus, il faut abandonner cette mentalité classique d'employé pour vraiment endosser le costume du propriétaire d'actifs. Et il y a une métaphore dans le texte qui illustre ce pivot à la perfection. Celle du pompier et de l'architecte de classe. C'est ça, le pompier contre l'architecte. L'employé typique qui gère son budget comme un pompier qui affronte un feu. Il y a une facture d'électricité imprévue qui tombe au courrier, bim, l'alarme sonne. Et là, c'est la panique. Il sort la lance à incendie, il jongle entre ses comptes, il paye à la toute dernière minute. En sueur, souvent. Voilà. Et le vrai piège, c'est que cette gestion dans l'urgence, ça donne une fausse sensation d'être productif. On passe son dimanche matin le nez dans la paperasse, à faire des virements, et on se dit « Ah, j'ai bien bossé, je gère mes affaires ». Mais courir d'une urgence à l'autre, c'est juste une perte d'énergie monumentale. C'est une illusion totale d'avancement. Alors que l'architecte, de son côté, il refuse catégoriquement de courir avec des seaux d'eau. C'est pas son métier. Lui, il s'assoit au calme, il dessine les plans d'un super système d'arrosage automatique, il surveille l'installation dans les murs, et après,
il s'en va. Il passe à autre chose. Voilà. Et le jour où il y a un départ de feu, les capteurs de fumée s'allument, l'eau coule toute seule et le problème est réglé. Zéro intervention humaine. L'effort, que ce soit mental ou physique, il l'a fourni une seule fois, au moment de la conception. Après, c'est le système qui bosse à la place de l'humain. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça détruit un des plus gros mythes de notre culture. L'idée qu'il suffirait d'avoir juste un peu plus de volonté ou d'être plus discipliné pour assainir ses comptes. Tamir Kahem balaye ça avec la science en parlant de la fatigue décisionnelle. Ah oui, la fameuse batterie interne. C'est exactement ça. La volonté, c'est pas un trait de caractère magique et infini. C'est comme la batterie d'un smartphone. Le matin, on se lève, on est à 100%. Mais on prend des dizaines de décisions au bureau, on galère dans les transports, on gère les enfants ou le dîner. Et quand il est 22 heures et qu'on doit décider si on met 50 € de côté ou si on s'achète un truc compulsif sur Internet pour décompresser, la batterie, elle est à zéro. Et c'est pour ça que l'analogie avec le brossage des dents frappe tellement juste. Ouais. Si on devait peser le pour et le contre du brossage de dents tous les matins, analyser les bénéfices face à l'effort, la moitié de la planète finirait par abandonner. Si on le fait, c'est parce que c'est un automatisme. Il n'y a aucune réflexion. Donc attendre la fin du mois pour épargner, je cite, ce qui reste, c'est juste déléguer la tâche la plus importante de sa vie à la version de soi-même qui est la plus épuisée. C'est perdu d'avance. Et c'est là, précisément dans cette faille de notre cerveau, que s'engouffre un concept qui coûte extrêmement cher, la taxe de stupidité, la stupid tax en anglais. Souvent, on se dit que c'est juste les agios de la banque ou les petites pénalités de retard quand on oublie une facture sous une pile de courrier. C'est déjà embêtant, mais bon, c'est pas la ruine non plus. Non. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Le coût réel, c'est le coût d'opportunité sur le long terme. C'est destructeur. Prenons un exemple du texte. Imaginons quelqu'un qui, à cause de cette fatigue décisionnelle, repousse le moment d'ouvrir un compte d'investissement et du coup, il rate un placement de 200 € par mois pendant, allez, juste 2 ans, en se disant « je le ferai demain quand j'aurai le temps ». 2 ans, ça passe vite. On se dit, on a juste loupé 4 800 € de capital. Sauf que non, si on calcule les intérêts composés qu'on perd sur ces 2 années ratées et qu'on projette ça sur 30 ans de croissance sur les marchés, cette petite hésitation, ce fameux « on verra demain », ça peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros perdus au moment de la retraite. C'est ça la vraie taxe de stupidité. C'est glaçant dit comme ça. Et le remède que proposent les sources face à ça, il a un nom très poétique, c'est le silence mental, le mental quiet. L'idée, pour quiconque s'intéresse à ses finances, c'est pas de devenir un pro de la comptabilité ou un trader de Wall Street la semaine prochaine. Surtout pas. Faut juste se poser une question honnête. Combien d'énergie et d'heures par mois sont bouffées par l'angoisse financière ? Le silence mental, c'est quand on arrive à éteindre ce petit bourdonnement de fond qui nous dit toujours « Est-ce que le prélèvement va passer ? Est-ce que j'investis maintenant ou j'attends la semaine prochaine ?» voilà. Et ça nous amène au cœur de cette 9e étape. L'idée forte, c'est que le système d'automatisation lui-même est un actif. On a l'habitude de penser qu'un actif, c'est une maison, un appartement ou des actions en bourse. Du concret, quoi. Mais un système invisible qui exécute votre plan sans aucune émotion, qui n'oublie jamais rien et qui transforme vos bonnes intentions en vraie réalité mathématique, ce système, il vaut presque plus que l'argent qui fait bouger. Et pour bâtir cet actif-là, la méthode s'appuie sur une vraie architecture d'ingénieur. Il y a 4 piliers pour l'automatisation financière. Le premier, c'est le plus ancien dans la théorie, mais clairement le moins appliqué en vrai. Se payer en premier. La fameuse règle d'or. C'est ça. Concrètement, le jour de la paie, dès que l'argent touche le compte en banque, avant même qu'on ait le temps d'ouvrir l'application pour regarder le solde, paf, un transfert automatique se déclenche et envoie un pourcentage défini vers les comptes d'épargne ou d'investissement. C'est la priorité numéro 1. L'argent pour le futur quitte le navire avant que les tentations du présent puissent mettre la main dessus. Alors, je t'arrête tout de suite. Parce qu'il y a une objection énorme ici. C'est super joli en théorie, mais la peur absolue des gens face à ce premier pilier, c'est de découvert. Ah oui, la hantise du rouge. Bah oui, comment on peut accepter de voir son compte amputé dès le premier jour du mois, quand la réalité de beaucoup, c'est de vivre de paix en paix? La terreur, c'est qu'une facture inattendue tombe juste après le virement automatique et que tout soit rejeté. Est-ce que Tamir Kahem aborde cette friction qui est pour le coup hyper légitime? Bien sûr, il l'aborde frontalement. Et comme c'est un ingénieur, il apporte une solution qui est purement mécanique. C'est le coussin de trésorerie ou cash flow buffer. Le système, il demande jamais, au grand jamais, de flirter avec le zéro. Ouf, ça rassure.
Avant même de commencer à automatiser des grosses sommes, l'architecture exige de se créer une réserve permanente sur le compte courant. Ça doit représenter environ 1 mois de dépenses fixes. C'est un pur amortisseur. Alors oui, ça demande un petit effort au début pour le constituer. Une période de transition, quoi. C'est ça, mais une fois qu'il est là, c'est magique. Il encaisse tous les chocs. Quand le virement automatique part en début de mois, le coussin, lui, bouge pas. Si une facture est un peu plus salée que prévu, le compte tombe jamais dans le rouge. On n'espère plus éviter le découvert, on l'élimine mathématiquement de l'équation. Excellent. Donc, une fois que ce coussin est prêt et que l'épargne part toute seule, il ne reste tout le quotidien à gérer. Et ça, c'est le deuxième pilier, l'automatisation des dépenses fixes. Le loyer, l'électricité, les abonnements, tout ça. L'idée, c'est de se comporter comme le PDG de sa propre vie. J'adore cette image. Elle est forte, hein? Un PDG d'une grosse boîte, il s'enferme pas dans son bureau le samedi matin pour taper des numéros de carte bleue pour payer des ramettes de papier, c'est absurde. Il délègue l'administration pour garder son cerveau disponible pour la stratégie. Mettre ses factures en prélèvement automatique, c'est ni plus ni moins se licencier soi-même de son poste d'assistant administratif gratuit pour enfin devenir le vrai patron de son patrimoine. Et cette casquette de patron, de stratège, elle prend tout son sens avec le troisième pilier. C'est de loin le plus puissant, mais c'est aussi le plus difficile à accepter pour notre ego. L'automatisation des investissements. Parce que c'est très précisément là que la machine détruit l'humain à plat de couture. On n'est vraiment pas bon pour investir seul, hein. On est même catastrophique. Surtout à cause d'un biais cognitif massif, l'aversion à la perte. Imagine, la bourse s'effondre, les infos en continu sont en mode panique, tout est rouge. L'instinct de survie humain, il hurle de tout couper. L'investisseur manuel, il va stopper ses virements, il va essayer de deviner quand ça va remonter, il va essayer de, chronométrer le marché. Le fameux market timing, qui marche jamais. Jamais. Historiquement, les statistiques sont formelles, c'est la meilleure méthode pour ruiner son capital à long terme. La machine, elle s'en fiche, elle n'a pas d'émotion. Elle lit pas la presse éco, elle n'a pas peur de la crise. C'est assez paradoxal, mais en fait, c'est son aveuglement total qui fait sa force. Exactement. C'est ce qu'on appelle la moyenne des coûts en dollars ou le DCA. La machine, elle achète la même somme le même jour, tous les mois. Quoi qu'il arrive. Mathématiquement, ça veut dire qu'elle achète moins de parts quand c'est super cher, mais surtout, elle rafle un maximum de parts quand le marché s'écroule et que tout est en solde. Pendant que l'humain transpire et panique, la machine, elle fait les meilleures affaires de sa vie juste en appliquant une règle froide et constante. Ça pose quand même une sacrée question sur la notion de contrôle. Si on a une machine qui épargne, qui paye les factures, qui achète des actions en bourse de manière totalement aveugle, est-ce qu'on n'est pas en train de lâcher complètement la barre du bateau? Ça paraît un peu risqué de ne plus jamais jeter un œil à ses comptes, non? Dernier pilier, automatiser les révisions. Il s'agit surtout pas d'abdiquer ou de faire l'autruche. Les textes font la différence entre un mécanicien et un directeur d'usine. Vas-y, explique. Le mécanicien, il a les mains dans le cambouis tous les jours. Il serre des boulons chaque matin pour que la machine tourne. Le directeur d'une usine ultramoderne, lui, il touche pas aux machines. Il prévoit juste une visite dans la salle de contrôle tous les trimestres. Il regarde les jauges, il vérifie la pression, il s'assure que les quotas sont bons. Si un voyant clignote, il fait un micro-réglage, puis il ferme la porte et il laisse tourner. Donc le quatrième pilier, c'est juste de se mettre une alerte dans l'agenda quelques fois par an. C'est ça, un petit rendez-vous trimestriel avec soi-même pour vérifier que les jauges du système sont au vert. Et c'est tout. Il y a une métaphore spatiale dans les textes de Tamir Kriam qui résume cette architecture à la perfection. C'est le moment du lancement d'une fusée Saturn V ou d'une fusée SpaceX. Ah oui, le compte à rebours. Exactement. Avant le décollage, les ingénieurs font des milliers de vérifications à la main, ils règlent tout minutieusement, mais il y a une seconde précise, le point de non-retour, où le directeur de vol dit la phrase clé « Engager le programme de vol ». À cet instant, les humains lâchent les manettes, l'ordinateur prend 100% du contrôle, parce que le cerveau humain est de toute façon beaucoup trop lent pour gérer les milliards de petits ajustements nécessaires pour arracher la fusée à la gravité. L'automatisation financière, c'est ça. On engage notre programme de vol pour s'arracher à l'attraction de nos mauvaises habitudes de consommation. C'est une super image. Et si on relie ce lancement de fusée à notre nature humaine de tous les jours, il y a une règle empirique qui rend ça absolument indispensable. C'est la loi de Parkinson. Ah, la fameuse. Quand on l'applique aux finances, elle décrit un phénomène que quasiment tout le monde a vécu. Les dépenses s'ajustent toujours pour bouffer l'intégralité des revenus disponibles. Qu'importe l'augmentation qu'on te donne, ton niveau de vie perçu va gonfler pour l'égaler. C'est pour ça que les augmentations de salaire ont l'air de s'évaporer dans la nature après 3 mois. C'est exactement ça.
Et ça me fait penser à cette histoire du grand placard. C'est le syndrome du dressing. On emménage dans une nouvelle maison, avec un placard énorme, tout vide. On se dit « super, je vais rester minimaliste, je vais rien mettre dedans ». Mais la nature a horreur du vide. En quelques mois, le placard est blindé de vêtements qu'on met jamais et de boîtes inutiles. C'est mathématique. Avec l'argent sur le compte courant, c'est pareil, hein. Si tout le salaire reste là, bien visible sur l'application de la banque, notre cerveau, de façon quasi inconsciente, il va lui trouver une utilité. Oh que oui. Il va justifier le petit resto en plus, l'achat en ligne à minuit, le surclassement de l'hôtel pour le week-end. Le budget se dilate pour remplir tout l'espace. En automatisant l'épargne à la source, avant même de l'avoir, on réduit artificiellement la taille du placard. L'argent n'est plus là, le cerveau imprime cette nouvelle limite, et bizarrement, l'envie de dépenser ce faux surplus, elle disparaît toute seule. C'est vraiment un bouclier mental génial contre l'inflation du mode de vie. Par contre, les sources mettent un énorme warning sur un piège qui guette tous ceux qui veulent mettre ça en place. Le perfectionnisme. Vouloir tout faire parfaitement du premier coup? C'est l'erreur classique du débutant. Vouloir calculer son budget au centime près, ou se dire « bon, j'attends ma prochaine prime pour avoir assez d'argent avant de commencer à automatiser ». Le modèle dit stop. Faut commencer par construire la tuyauterie, même avec une somme ridicule. L'important, c'est l'habitude. C'est ça. Automatiser un virement de 50 € vers son épargne, ça a 1000 fois plus de valeur structurelle que d'attendre 6 mois pour faire un gros virement manuel de 500 €. Le but, au début, c'est pas le débit de l'eau, c'est juste de s'assurer que les tuyaux fuient pas. Une fois que c'est en place, que la mécanique tourne bien et qu'on a confiance, tourner le robinet pour augmenter le montant, ça prend littéralement un clic. L'important, c'est que la machine existe. Faut construire l'aqueduc, même si c'est juste un goutte à goutte au départ. Et d'ailleurs, le défi très pratique que dans ce module à la fin, il va exactement dans ce sens. Il s'agit d'automatiser une seule décision financière cette semaine. Faut surtout pas tout chambouler d'un coup. Surtout pas. Faire la révolution sur ses comptes un dimanche après-midi, c'est le meilleur moyen de retourner dans l'épuisement mental qu'on essaie de fuir. Faut juste prendre une facture un peu pénible qu'on payait encore à la main et la mensualiser. Ou programmer un seul petit virement automatique le lendemain de la paye. Le but, c'est de ressentir physiquement ce petit moment de silence mental pour une tâche et de prouver à son cerveau que ça marche. Avant de passer aux conclusions plus philosophiques de cette approche, parce qu'il y en a, il faut qu'on fasse une petite pause indispensable pour être tout à fait transparent avec les textes d'origine. Les informations, les concepts d'ingénierie et les stratégies dont on discute aujourd'hui, c'est fait pour un but strictement éducatif et informatif. Oui, on n'est pas vos banquiers. Voilà. Ça remplace en aucun cas un conseil financier, fiscal ou juridique personnalisé. Les résultats ils dépendent de la rigueur de chacun et de la situation de base. Donc, pour toute grosse décision financière, il faut vraiment consulter des professionnels certifiés. Et pour le respect des droits d'auteur, les concepts qu'on décrit et les termes de Golden Path TM et de Golden Path Tufi, ce sont des marques déposées sous copyright 2025 par Temir Kaham. D'ailleurs, ceux qui veulent voir les schémas et l'ingénierie derrière tout ça, tout est public sur la chaîne YouTube correspondante. Faut chercher le compte @TamirGoldPath. C'est noté. Alors, toute cette discussion technique sur les flux de trésorerie, la psychologie et les automatismes, ça nous amène en fait à une réflexion finale qui va bien au-delà d'un simple fichier Excel de budget. Oui, on touche à quelque chose de plus profond. Vraiment. Si on accepte l'idée de base du texte, qui est de dire que la version présente de nous-mêmes, c'est-à-dire un être humain fatigué le soir, qui panique quand la bourse baisse, qui se fait avoir par le marketing et qui veut sa dose de dopamine immédiate, si on accepte que cette personne-là est le plus grand danger pour notre propre avenir, alors l'automatisation, c'est plus juste un truc comptable pour gagner du temps. Ça devient carrément autre chose, ouais. Si c'est plus juste une astuce pour s'organiser, ça devient quoi dans notre rapport à la vie ? C'est ça la conclusion fascinante. Quand on connecte tous les points, l'automatisation, en fait, ça devient une véritable machine à voyager dans le temps. Une machine à voyager dans le temps, c'est puissant ça. Mais c'est exactement ça. C'est le seul moyen concret et prouvé qu'on a aujourd'hui pour prendre l'énergie de notre travail, là, tout de suite dans le présent, de la protéger contre nos propres faiblesses du quotidien et de la propulser directement, et même gonflée par les intérêts, vers notre futur soi, dans 10, 20 ou 30 ans. C'est un vaisseau qui contourne toutes nos propres failles humaines actuelles. Exactement. C'est plus juste la gestion financière de l'étape 9. C'est carrément une invitation à repenser notre rapport au temps. Et surtout, c'est une façon d'exercer une forme de bienveillance radicale, implacable et automatisée envers la personne qu'on sera dans 20 ans. C'est une perspective assez vertigineuse à garder en tête. Une sacrée matière à réflexion, oui.
Et on va laisser ça infuser tranquillement. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration.